Bienvenue à toutes et à tous. Cette conférence débat va être co-organisée justement avec les éditions d'Aaron, du coup une maison d'édition qui a été établie il y a même pas un an et qui justement veut a l'ambition de publier des livres qui justement fassent converger plusieurs luttes, bien sûr la lutte féministe avec tant d'autres luttes dont on va parler bien sûr aujourd'hui. Du coup, comme je l'ai dit, effectivement, cette maison d'édition est née l'année dernière lors justement juste après que Roman Polanski recevait du coup un César. Voilà, les personnes qui ont établi cette maison se sont dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc nous organisons cette conférence dans le cadre de notre cours de géographie. Voilà, une géographie très inclusive et très novatrice aussi, on va le voir. Du coup, voilà, nous sommes en présence aussi de notre professeure Émilie Vinet, qui a écrit la préface du coup de ce livre. Si je peux le montrer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le voici. Nous allons traiter de thèmes assez délicats, dont justement la décolonialité, un mot qui évoque tant de choses et qu'on trouve parfois aussi compliqué à prononcer. Et nous allons aussi parler bien sûr de privilèges. Ça aussi est un thème justement assez délicat, imperceptible, comme on va le voir, aux personnes qui sont privilégiées. Du coup, cette conférence va aussi être un débat. On vous invite bien sûr à participer et à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Nous aussi qui avons lu le livre, nous devons avouer que la lecture s'est avérée parfois un peu compliquée. Et du coup, pardonnez-nous si nous allons vous poser des questions un peu bêtes. Mais bon, du coup, je voudrais passer la parole à Chiara qui va nous présenter l'auteur de ce livre, Rachele Borghi. Alors, bonjour à tout le monde. Avant de commencer à parler du livre Décolonialité et privilèges, on a pensé que c'était approprié de vous présenter l'auteur Rachele Borghi. Rachele, elle se présente dans son livre comme européenne du sud de l'Europe qui a immigré en France. Transféministe, queer et activiste, elle est actuellement géographe et professeure chercheuse à l'université de Sorbonne. Décolonialité et privilèges, c'est son dernier livre. Rachele nous présente les termes de décolonialité, une nouvelle approche pour nous libérer de ce qui est la colonialité, qui représente une nouvelle forme de colonialisme présent dans les différents environnements qui nous entourent. Dans ce contexte, la destruction des paradigmes déjà existants et la recherche de nouvelles façons pour changer le monde sont nécessaires. Mais si le monde il est basé sur des classifications et donc sur des paradigmes, comment faire pour se décolonialiser? Je laisse la parole à Hugo. Merci beaucoup. Je vais de façon très succincte, je vais présenter le livre donc Décolonialité et privilèges. Donc c'est un livre un peu coup de poing, très très riche. Il y a beaucoup de concepts qui sont, de thèmes qui sont abordés. La forme du livre est aussi très originale. Et donc parmi les concepts qui sont abordés, donc, il y a le féminisme, il y a la colonialité et les éléments qui constituent la colonialité. Donc la race, mais pas au sens biologique, mais au sens sociologique, le savoir, la violence, le langage, le privilège, savoir, pouvoir, le spécisme et le genre. Vous accordez beaucoup d'importance, la place qu'occupe le savoir à l'université et comment il est teinté de colonialisme. Ça occupe une place très importante dans le livre. Vous parlez aussi du post-colonialisme comme courant de pensée et de la décolonialité comme courant de pensée aussi, mais qui va au-delà du post-colonialisme en associant la théorie et la pratique. Si j'ai bien compris, tout ça, c'est ce que j'essaye de restituer. Et voilà, vous parlez aussi de l'intersectionnalité, donc j'espère qu'on en parlera. Vous allez apporter une définition.
Et voilà, donc, tous ces sujets sont abordés. Et il y a aussi, vous apportez des pistes de solutions pour ceux qui veulent essayer d'apporter leur pierre à l'édifice. Donc, comment on fait pour comment on fait pour lutter contre la colonialité. Donc, vous dites que c'est très important de désapprendre ce qu'on a appris. Peut-être qu'on le verra ensemble. Et voilà. Et comme première question, je voudrais vous poser pourquoi vous avez choisi de mettre ce livre sous cette forme avec des flashbacks personnels, des voix off. Ah, j'ai oublié aussi que dans le livre, il y a une énorme place accordée aux auteurs et aux autrices. Et donc, on découvre beaucoup d'auteurs comme Frantz Fanon, comme Aimé Césaire, Boutelja, Monique Wittig, Grofogel et Bell Hooks aussi. Donc, c'est très riche en références. Et donc, voilà, je voulais vous poser la question, pourquoi vous avez décidé d'adopter cette forme du livre? Alors, d'abord, merci beaucoup et merci beaucoup, pas seulement. Non, merci beaucoup et merci beaucoup d'abord de m'avoir invité, mais surtout d'avoir écrit le livre, d'avoir lu le livre. Parce que justement, le fait d'écrire un livre ne veut pas dire forcément que les personnes vont le lire. Et c'est quelque chose que je vis actuellement parce que tout le monde me critique, mais personne ne m'a lu. Donc voilà, c'est aussi assez intéressant ce processus-là. Donc, je suis tout à fait très contente de pouvoir discuter avec vous parce que je pense que oui, c'est la première discussion collective que j'ai sur ce livre après sa sortie en France, qui est suivante sa sortie en Italie, justement, Lazare, le même jour, 15 janvier 2020 en Italie, juste avant la pandémie, et 15 janvier 2021 en France. Donc, d'abord, je voudrais, avant de répondre à ta question, Hugo, qui est une des questions qui pour moi est plus forte, c'est-à-dire pourquoi j'ai choisi cette forme avec les flashbacks, avec les voix off, etc. C'est plutôt à partir de quel point de vue, de quel positionnement j'écris ce livre. Parce que c'est à partir de là que je peux expliquer pourquoi j'ai choisi cette forme-là. C'est-à-dire que ce livre, il parle de décolonialité, mais il parle de décolonialité à partir d'un corps blanc. C'est-à-dire que ce livre-là s'adresse surtout aux personnes blanches. C'est-à-dire que c'est un livre pas de pensée décoloniale, de production de pensée décoloniale. Parce que moi, je pense que la décolonialité, la pensée décoloniale doit se développer comme pensée, justement, à partir des corps qui ont vécu et qui portent les traces de toute la violence coloniale, de toute la violence de la modernité, de toute la violence du capitalisme, qui sont, on va dire, les ingrédients de la colonialité. Donc, moi, en tant que personne blanche, je pense avoir à répondre aux propositions que la pensée décoloniale nous fait et qui nous fait en tant que personne blanche, donc détenteurs et détentrices des privilèges à l'intérieur d'un système de domination blanche, d'un système de suprématie blanche. Donc, comment répondre à ça, c'est-à-dire répondre à les propositions et les réflexions de la pensée décoloniale, pour moi, était possible seulement à partir de moi, de qui je suis. C'est-à-dire que je voulais faire devenir mon corps un lieu d'énonciation, c'est-à-dire de énoncer quelque chose, dire quelque chose. Mais
je ne voulais pas du tout énoncer la pensée décoloniale. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'était faire de moi-même un lieu d'énonciation d'une réponse à la pensée décoloniale. Donc, j'avais besoin de me situer fortement. Et pour me situer fortement, comme les pratiques féministes nous enseignent, en fait, il faut savoir pas seulement dans quel système tu es dedans, mais aussi comment tes privilèges et tes oppressions, voilà l'approche intersectionnelle, jouent à l'intérieur de ce système. Parce que d'abord, le fait que tu appartiennes à une minorité, comme dans mon cas, une minorité sexuelle, par exemple, parce que je suis lesbienne queer, ne veut pas dire forcément que je suis à l'abri d'être une oppresseuse vis-à-vis des autres personnes. D'accord? Parce que dans des autres contextes, dans des autres systèmes, en fait, je peux devenir moi-même oppresseuse. Et c'est en particulier le cas quand on parle de blanchité. Parce que dans un système de domination blanche, je suis une femme, donc censée être dans la case opprimée. Je suis lesbienne, donc censée être dans la case d'opprimée, mais je suis une personne blanche. Si vous me rencontrez dans la rue, vous n'avez aucun doute que je suis blanche, donc je suis blanche, appartenant au système de domination blanche, avec un passing blanche, tu peux avoir aucun doute, en fait, juste en me regardant. Donc, du coup, pour moi, c'était important d'abord comprendre quelles sont toutes les différentes articulations d'oppression et de privilèges qui se jouent dans ma vie, et je pouvais le faire seulement en parlant de moi. Alors, je voudrais ajouter une petite chose, parce que le fait de parler de moi, ça vient aussi d'une invitation de Bellux que vous venez de nommer, parce que c'est une des auteurs phares dans le livre. Elle, dans Apprendre à transgresser, elle dit qu'elle ne demanderait jamais aux étudiants ou étudiantes de parler de soi-même, de dire des choses qu'elle n'aurait pas le courage de dire. C'est-à-dire qu'elle dit que quand on est dans des rapports de domination, ce que tu fais, comme c'est le cas de la classe et à l'intérieur du système universitaire, si ce n'est pas toi qui fais un pas pour ouvrir un espace de parole, quelque part, en te, entre guillemets, vulnérabilisant, c'est-à-dire en t'exposant, pas seulement comme productrice de savoir légitime, parce que c'est un savoir produit à l'intérieur de l'espace universitaire, mais aussi, en fait, comme personne qui va dire des choses, qui va porter justement des paradigmes, des pensées, des réflexions à partir d'un positionnement. Et donc, j'ai pensé de le faire en utilisant dans l'écriture les flashbacks et les voix off. Alors, les flashbacks, je les utilisais pour parler de moi, c'est-à-dire pour parler des épisodes qui ont été des épisodes déclencheurs d'une certaine réflexion. Par exemple, je parle beaucoup des épisodes qui me sont arrivés à l'intérieur de mon UFR, c'est-à-dire de mon département de géographie, les épisodes qui montrent la violence institutionnelle et la violence épistémique cachée, en fait, dans les dialogues quotidiens avec les collègues. Et donc, je parle de ces épisodes-là, je parle de mes collègues, en fait, sans faire de nom, bien sûr. Et donc, pour déjà mettre le lecteur et la lectrice dans un état, dans une situation, en fait, non? Et n'est pas que ce soit une chose abstraite. Et de là, je développe, en fait, la réflexion avec ces genres d'exemples. Les voix off, en revanche, sont des citations, des longues citations, que justement, tu peux décider de lire ou pas lire. C'est-à-dire que si tu ne les lis pas, tu peux continuer le fil de la discussion. Donc, je les vois un petit peu comme des petites cadeaux, en fait, faits au lecteur et à la lectrice s'il a envie de prolonger, s'il y a encore faim. Hein, parce que moi, j'espère que ce livre est un livre qui donne faim, hein, plutôt faim de lire
lire encore, d'être en contact avec tous ces auteurs et autrices qui m'ont construit, en fait. Et donc, j'ai pensé mais je ne voulais pas surcharger la lecture. Et donc, je me suis dit, la voix off fait comprendre directement à la personne qui lit, qui s'il a envie d'aller plus loin peut le faire, sinon peut passer à une autre, continuer à avancer dans la lecture et éventuellement revenir en arrière parce qu'on a des points de repère, en fait, non? Parce que c'est écrit avec une typographie, on dit? Oui, enfin, des fontes, etc., différents du reste. Et puis, je ne voulais pas le diviser en chapitres. C'est pour ça que j'ai mis des hashtags, parce que je voulais aussi que le lecteur et la lectrice se sentaient, comment dire, libres aussi de passer d'une partie à l'autre, de quelque part surfer un peu dans le livre sans être obligé, en fait, de suivre mon raisonnement. Même si, bien sûr, moi, j'ai essayé d'inviter le lecteur et la lectrice à faire un parcours avec moi. Donc, si tu veux, tu viens avec moi. Sinon, tu peux faire toute seule sans être obligée, en fait, de construire ta lecture et ton approche à ces sujets avec moi ou à travers moi. Voilà. Oui, non, mais je suis d'accord. Enfin, moi, en lisant le livre, après, je suis allé acheter le livre de Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme. Et donc, peut-être qu'après aussi, il y a j'ai découvert que j'avais chez moi aussi Les Damnés de la Terre, donc ça, c'est bien. Il était dans la bibliothèque et j'ai pas, voilà. Et sinon, il y a Peau noire et Masque blanc. Après, ça, c'est des livres assez anciens, mais qui sont précurseurs du post-colonialisme et de la décolonialité. Après, il y a des ouvrages plus récents, mais je pense que voilà, ça m'a intéressé. Et ça, je pense que d'emblée, ça intéresse le lecteur s'il n'est pas familier avec tous ces sujets, ce qui était mon cas. Et voilà. Autre question que je voulais poser aussi, donc les hashtags, en fait, ça permet qu'il n'y ait pas franchement une continuité dans le livre. C'est-à-dire qu'on peut commencer, on peut sauter des chapitres et revenir après, etc., sans que, tout en comprenant ce qui est écrit dans le livre. Pourquoi vous avez décidé de commencer par le hashtag sur la marge? Alors, déjà, beaucoup des raisonnements qui viennent dans le livre partent de réflexions que j'ai fait à partir des lectures de Bellux et de son raisonnement sur le marge. Donc, je me suis toujours demandé, après un parcours que j'ai eu de précarité de plus de 13 ans en Italie et une partie en France, parce que j'ai fait mon doctorat en bourse et tout, donc ça n'a été pas évident. Je m'étais un peu construit avec cette identité précaire quelque part, non? Donc de faire partie d'une génération précaire, de jongler avec cette précarité-là et de construire construire aussi un espace collectif avec les camarades pour faire face à cette précarité, pour résister à la précarité, pour réfléchir à cette précarité, qu'est-ce que ça voulait dire vis-à-vis aussi de l'idée de travail, donc réfléchir à nouveau au travail et réfléchir aussi dans une clé capitaliste et anticapitaliste. En fait. Donc, au moment que j'ai eu le poste à la Sorbonne en 2013, j'ai trouvé que le côté, comment dire, qui était plus ancré dans ma construction, c'est-à-dire la précarité, était terminé, quoi. Donc, j'étais plus dans une marge, dans une marginalité, parce que j'étais d'abord, j'avais un CDI, donc un contrat déterminé. Je suis devenue fonctionnaire d'État
avec mon approche anarchiste et libertaire, n'est pas vraiment la chose la plus facile à intégrer comme définition de soi. En plus, je suis devenue enseignante-chercheuse à l'intérieur d'une institution, comment dire, très ancrée comme institution, c'est-à-dire la Sorbonne. Il faut dire qu'il y a eu aussi un malentendu, parce que moi, quand j'ai fait le concours à la Sorbonne, je ne savais pas que c'était la Sorbonne. Parce que moi, j'ai répondu à l'appel ici, comme je l'avais fait un peu partout. Et lorsque je n'étais pas familière avec les numéros des universités en France, moi, je ne savais pas que Paris 4 était la Sorbonne. Je l'ai découvert seulement le soir, quand j'ai reçu le coup de fil qui disait que j'étais classée première. Et j'étais avec une copine italienne et c'est elle qui m'a dit « Mais attends, mais Paris 4, c'est pas la Sorbonne ». Et moi, je me rappelle que je lui ai dit « Mais non, mais figure-toi, si c'était la Sorbonne, je me serais rendu compte, attends, je sais pas… » Et en fait, c'était la Sorbonne. Donc, du coup, je me suis retrouvée tout de suite déplacée au centre, en fait, non ? Au centre d'un système monde que je combattais, en fait, et que, avec mon corps, je l'avais occupé. Donc, comment faire face à tout ça en tenant compte que je voulais avoir un travail, justement, pour avoir une mensuelle qui me permettait de mettre en place tout un tas de politiques, de mutualisme, etc., que j'avais développé avec les camarades dans les milieux de collectifs et tout. Mais ça se posait la question, en fait, qu'est-ce que tu fais au moment que ton corps n'est plus le corps marginal, le corps de paria, etc., mais c'est un corps qui va alimenter le corps enseignant institutionnel et donc le corps de l'institution, en fait. Alors là, j'ai compris, en fait, qu'il y avait différentes façons de produire la centralité et de reproduire le système et qu'on pouvait garder, comment dire, qu'il y avait toujours des marges, même à l'intérieur d'un espace centre, et que tu pouvais les occuper. Déjà, je me suis rendu compte immédiatement qu'un système si fort comme la Sorbonne mais une fois qu'il y a pour une erreur, parce que ce qui est arrivé pour mon recrutement a été défini comme une erreur, comme une faille du système. Donc le système, il s'est organisé plus tard pour devenir encore plus rigide, pour empêcher que des choses comme ça arrivent. Et donc, ce qui est intéressant, en fait, pour nous, qui on étudie ça, nous, je dis, moi et vous, en plus que vous êtes dedans directement le système, et voir comment le système se reconfigure, en fait, se réélabore vis-à-vis de ça, et devient parfois encore plus violente. Donc, bien sûr, on était bien loin de le fait que j'ai occupé le centre, on était bien loin de l'intégration, que le système était prêt à m'intégrer, en fait. Justement, il a essayé de m'expulser de façon très dure, de façon très violente. Des violences commencées en 2013, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, les violences qui me touchent, que je vive aujourd'hui à niveau pour toute la polémique de l'islamo-gauchisme, heureusement, je les recevoir comme moins violentes parce que j'ai la peau dure, en fait. Donc, je me suis déjà formée, j'ai une très bonne école, c'est-à-dire l'école de la violence institutionnelle de la Sorbonne. Donc, voilà, maintenant, ça va, quoi. Je veux bien parce que j'ai déjà réélaboré depuis 2013, donc ça fait beaucoup d'années, et j'ai trouvé des façons de répondre à toute cette violence, et sachant que ça m'a beaucoup affectée et ça m'affecte encore aujourd'hui, mais je ne le laisserai pas me affaiblir au point de ne plus réagir. Et c'est justement parce que j'ai accepté de faire partie de la marge et de la marge d'un espace centre, et que, en réalité, ces marges-là, dans tous les systèmes de domination, il y a des marges à l'intérieur du centre, et ces espaces-là, attention, sont habités. On est beaucoup, on est plein.
D'accord. Donc, la question est, comme dit Bellux, de ne pas occuper la marge en pensant qu'à un moment donné, tu vas rejoindre le centre. Donc, avec l'idée d'intégration. Mais plutôt, le fait de dire, je reste sur la marge, j'occupe la marge et je fais des marges avec les autres. Donc là, l'importance du collectif, en fait. Non? Je fais avec les autres une résistance. Je fais avec les autres un espace dans les marges, un espace de création de contre-discours, de contre-savoir, d'action en fait collective pour faire la marge, c'est-à-dire pour faire devenir la marge un espace à habiter, dans lequel rester en fait, et intégrer, produire cette idée de la marge à partir de ton corps. Après, bon, il y aura beaucoup de choses à dire parce que ce n'est pas son conséquence vis-à-vis de sa santé, de sa charge mentale, etc. Donc, si vous voulez, après, on peut revenir sur ça, surtout parce que je ne veux pas donner le message que ce que j'ai fait moi et la résistance que j'ai fait moi soit la chose meilleure à faire. En fait, c'est la mienne de réponse à partir de ce que je suis et que j'ai vécu comment dire, aussi tout un tas de conséquences parce que j'ai pas su avoir le care, l'éthique du care, c'est-à-dire prendre soin de moi-même. Maintenant, je sais le faire, mais avant, je ne savais pas le faire. Et donc, voilà, ça aussi, c'est une question que je n'ai pas abordée dans le livre pour différentes raisons. Donc, je n'ai pas abordé toute la question de la maladie physique que toutes ces violences a déclenché, une maladie diagnostiquée comme maladie due au milieu environnemental de travail dans lequel je suis immergée, une maladie chronique en fait, et sur laquelle j'ai commencé à travailler. En fait, donc j'ai tout un corpus qui part de moi, donc avec la méthode de l'autothonographie, donc avec mes examens médicaux, etc. et tout, et avec toute une réflexion sur, d'un côté, la nécessité d'avoir un soin de soi-même, une éthique du cœur vers soi-même pour pouvoir l'avoir vers les autres, une tendresse radicale, on dirait maintenant, vers soi-même aussi, et aussi, en même temps, une réélaboration en fait de toute cette violence-là, en sachant que tu peux t'exposer jusqu'à un certain point, après tu as tout le droit de revenir et de rester un peu plus tranquille, etc. Et comme dit Bellux, la chose importante, c'est de créer des espaces dans lesquels elle dit soigner ses blessures. Elle parle bien sûr vis-à-vis du système dominant blanche, donc elle dit que la maison, pour les personnes, les communautés noires, était un site de résistance au moment que les femmes mettaient en place des foyers pour soigner les blessures de leurs enfants vis-à-vis du système dominant blanche. Non? Et donc, je pense que c'est fondamental de réfléchir à la création de ce genre d'espace qui nous permet de faire face à la violence et à les conséquences sur notre corps, les conséquences physiques et matérielles, et sur la santé mentale de toute cette violence. Vous avez abordé effectivement beaucoup de choses. J'ai eu plein de questions. Il y a beaucoup de parties du livre, beaucoup de citations qui me sont revenues à l'esprit. Et effectivement, vous appelez cet espace dans lequel justement la personne militante, activiste peut se reposer. Vous l'appelez espace bienveillant. Et justement, pour faire le lien avec ce que vous disiez sur la marge et faire partie de la marge et du pouvoir parler de la marge, est-ce que vous pensez que cet espace bienveillant, comment dire, est-ce que c'est un espace exclusif? Est-ce que effectivement c'est un espace qui est ouvert juste aux personnes que, comme vous le dites, ont souffert, qui savent de quoi il s'agit, ou est-ce que il y a un moyen d'ouvrir cet espace bienveillant à d'autres personnes? Parce qu'effectivement, moi, après, je vous poserai cette autre question plus avant, peut-être dans le débat, mais effectivement,
je voulais savoir à quel point ces espaces-là sont inclusifs de personnes qui ne sont pas forcément militants ou militantes ou activistes. Alors, d'abord, je voulais dire que l'espace bienveillant, moi, je prends l'usage du terme espace bienveillant de Chaprieur, que dans sa thèse soutenue en 2015 justement à la Sorbonne, elle parle d'espace bienveillant comme un espace qui est construit en fait par les personnes. Donc, c'est une façon de changer l'usage du terme espace safe, parce que Chaprieur dit il n'existe pas un espace safe, parce que chaque espace est fait par les personnes qui sont là, en fait, et toujours parmi les personnes, il y a des rapports de pouvoir, rapports de domination, positionnements différents qui font qu'un espace safe ne peut pas exister. Okay. Plutôt, l'espace bienveillant, Chaprieur dit, c'est un espace qui s'est construit, en fait. C'est construit dans un espace-temps, c'est-à-dire qu'on est là. Donc là, aujourd'hui, par exemple, qu'on est ensemble dans cette salle, le fait d'avoir essayé de mettre une configuration de la salle, par exemple, un cercle, déjà nous amène à créer un espace bienveillant ou à vouloir créer un espace bienveillant. Après, cela n'est pas à l'abri, en fait, des choses qui peuvent arriver entre nous, par exemple, du fait que moi, par exemple, je parle trop. Hein, et donc, je parle beaucoup, peut-être qu'on va perdre le temps, on va perdre du temps, et donc ça va vous frustrer, que vous n'avez pas pu poser toutes les questions qu'il faut. En même temps, si moi je ne dis pas tout un tas de choses, après je sais que je vais chez moi et je commence à dire « Ah, j'aurais dû dire ça ». Et alors comme ça va être interprété et tout ça, parce qu'on s'expose. Hein. Et comme dit Audre Lorde, chaque fois que tu parles, tu as peur. D'accord, que les personnes ne comprennent pas ce que tu veux dire, etc. Et que tu critiques, hein, quelque part que tu n'aimes pas. Mais après, les critiques arrivent toujours, alors elle dit, tant mieux que tu parles. Okay, donc, il y a tout un tas de dynamiques dans un espace. Donc, espace bienveillant nous permet d'abord de nous conscientiser, c'est-à-dire de prendre conscience que l'espace, on le crée, et on le crée entre les personnes qui sont là, avec tout un tas de dynamiques dans lesquelles la contribution de chacun et chacune fait que l'espace peut devenir bienveillant, peut être un espace qui reproduit quand même des violences, mais si on est dans une perspective de prise de conscience, de sensibilité, de empathie, ben alors là, on peut faire face, parce que moi, je peux dire, ah bah tiens, peut-être que j'ai dit ça ou j'ai fait comme ça va vous effrayer, on dit, effrayer, ou que, par exemple, pour moi, quand votre camarade est arrivé à tout à l'heure et était derrière moi, pour moi, créer un espace bienveillant, c'était ne donner pas par acquis qu'elle voulait rentrer dans la même image, dans le même plan que moi, parce que je ne sais pas si la personne a envie que son image passe sur Facebook, etc. Donc, pour moi, la bienveillance, la création d'une bienveillance ici, c'est de tenir compte que tout ce qui est autour de nous a une valeur et que moi, en tant que déjà enseignante-chercheuse en poste et que vous êtes étudiant, déjà moi je sature l'espace dans lequel je suis. En plus, je suis une personne à laquelle on associe tout un tas de choses. Par exemple, quand je suis arrivée dans mon UFR, certains doctorantes ont conseillé de ne pas s'asseoir à côté de moi dans les assemblées générales pour ne pas être associée à moi, en fait. Non? Donc, moi, je ne veux pas qu'une autre personne, sans son consentement, soit associée à moi. D'accord? Donc, là, pour moi, ça, c'est très important parce qu'il faut toujours être éveillé aux dynamiques de pouvoir et à le fait qu'on vive, on traverse l'espace toujours avec comment dire,
penser une réflexion vis-à-vis du consentement des autres. D'accord? Donc, pour moi, créer un espace bienveillant, c'est créer un espace dans lequel on vive et négocions toujours, et élaborant toujours le consentement des unes et des autres pour les choses qu'on va faire. Et c'est pour ça que pour moi, c'est particulièrement intéressant la question que tu poses, parce que il n'y a pas d'emblée un espace qui soit inclusif ou exclusif. La question est qui le fait, cet espace-là, et donc le consentement qu'il y a entre ces personnes-là. Il y a parfois des espaces qui sont faits en non-mixité, parce que je sens que le sous-entendu de ta question était la question de la non-mixité, qui est considéré un grand problème en France, simplement parce que la France part d'un point de vue universaliste. Donc, il faut d'abord comprendre ça pour comprendre pourquoi la non-mixité est à l'échelle de l'État et de tout ce qui se relie à l'État, donc les institutions, les universités, etc., considéré un problème. La non-mixité est un outil politique, c'est-à-dire la non-mixité n'est pas une exclusion. La non-mixité, c'est un outil d'inclusion des personnes parce que crée un espace dans lequel des personnes minorisées, attention, pas minoritaires, parce que minoritaire, ça renvoie toujours en question de nombre. Minorisé, on peut être même 5 ans sur 2, et on est minorisé au moment que les deux personnes ont plus de pouvoir que nous, et donc ils décident les règles, les normes, d'accord? Donc nous, on vient minoriser, c'est-à-dire mise en minorité par le discours dominant. Donc, la non-mixité, c'est un outil qui a été développé par les mouvements noirs, en fait, pour arriver dans les luttes antiracistes. Et après, beaucoup remobilisé dans les luttes féministes, parce que les personnes minorisées dans le système dominant ont besoin de pouvoir parler, d'accord, à partir de soi, à partir de son vécu, sans devoir tout le temps se justifier. Parce que c'est justifier, produire toujours un discours pour expliquer. Donc déjà, continuellement justifier et expliquer, ça veut dire que, sous-entendu, tu n'es pas légitime. D'accord? Donc c'est déjà quelque chose qui fait un effort énorme. Deuxième chose, c'est toujours qui est minorisé qui doit se justifier et jamais le dominant. D'accord? Donc nous, par exemple, quand on parle de savoir minorisé à l'intérieur de l'université, c'est que moi et Émilie Vinet, quand on parle, on propose en fait des textes qui renvoient, par exemple, à la décolonialité, etc., on doit toujours justifier pourquoi c'est scientifique, pourquoi c'est du savoir, pourquoi, voilà. Lorsque nos collègues qui ont une bibliographie, un corpus, on va dire, des références qui fait partie des courants, enfin, l'empirisme, le positivisme, etc., bah, ils ne sont pas obligés de justifier parce que c'est considéré le savoir tout court. D'accord? Donc, l'espace se crée. Donc, se crée par les personnes qui le font dans un espace-temps donné. Et surtout, moi, j'estime que l'espace, avoir un espace pour faire des choses, pour porter des savoirs différents, pour mettre en circulation des savoirs différents, de pratiques différentes, de praxis différents, bah, cet espace-là ne se demande pas, s'arrache. Oui, non, en effet, ouais, je pense que ça explique beaucoup de choses déjà pour les personnes qui ont peut-être pas lu le livre, effectivement. Ça, pour moi aussi, ça éclaircit, alors que j'ai lu le livre, voilà, ça éclaircit énormément de choses. Et c'est vrai que plutôt que parler de mixité, je pense parfois à ce paradoxe qui est en fait avoir des bonnes idées, avoir des idées vraiment révolutionnaires, et puis ensuite de savoir trouver des alliés
auprès des personnes qui sont sensibilisées, en fait. C'est juste ça. Moi, je fais beaucoup d'associatifs et c'est toujours ça le problème. C'est toujours savoir à qui on s'adresse et comment faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui fassent partie, qui comprennent, en fait, que c'est important, que c'est une bonne idée, que ça peut amener loin. Et c'est pour ça, en fait, que moi, c'est ça ma question. Comment, en fait, rendre une bonne idée mainstream sans pourtant complètement, comment dire, ouais, dénaturer, effectivement, dénaturer la question. C'est vraiment un peu ça, ma question vraiment à toi, mais à n'importe qui ait une réponse. Et par exemple, notamment pour reparler du livre, on parle antispécisme. Et en fait, moi, je me rends compte que c'est quelque chose que moi, j'ai connu sous le nom de vegan, mais qu'en fait, pas du tout. C'est pas forcément... Effectivement, je trouve que c'est un peu ça. Il y a une idée qui est l'antispécisme, et puis en fait, il y a cette réflexion de l'idée dans le mainstream qui a pris le nom de vegan. Du coup, d'où ma question, quelle place du mouvement vegan dans l'antispécisme, par exemple? Alors, il y a beaucoup de choses là. Alors, et donc, vous ne pouvez pas après même vouloir si je parle beaucoup, hein, parce que vous ouvrez avec une question d'une minute, vous ouvrez des années de réflexion et de champs différents. Alors, moi, je voudrais d'abord vous dire une chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le mainstream, on ne peut pas, c'est pas conciliable en fait. Et moi, je pense que si vous allez le comprendre tout de suite, vous évitez de vous faire beaucoup plus mal et d'utiliser toutes vos énergies pour changer le mainstream. Parce que le problème, c'est que le mainstream n'a aucune envie d'être changé. Car faire partie du mainstream, c'est-à-dire, on va dire, du discours dominant, etc., des dominants, c'est faire partie des dominants. Les dominantes sont privilégiés. Et les privilégiés n'ont aucune envie d'éliminer leurs privilèges. Je vous fais un exemple. Moi, je mets en pratique, je montais avec Émilie Vinet, avec des autres complices. On a mis en place des systèmes, on va dire, un peu de secours, si vous voulez, pour soutenir des étudiants et étudiantes dans des cas d'extrême difficulté, là où l'université n'arrive pas à répondre à ça. Bien sûr, il y a un problème économique, c'est-à-dire la grande précarité, on le sait tout très bien et tout ça. J'ai proposé, il y a l'année dernière, je crois, quand on avait déjà donné l'alarme qu'il y avait une grande précarité, une pauvreté, etc., et qu'il y avait des cas très graves des étudiants et étudiantes à la rue. Donc, forcément, tu n'arrives pas à faire ton partiel si tu ne sais pas où tu vas dormir cette nuit et tout. Donc, à l'Assemblée générale de notre UFR, moi, j'ai proposé, en fait, lorsqu'on discutait, c'était pendant les grèves, quand il y avait la question des grèves, donc revoir tout le système, etc. et tout, il y avait toute une polémique vis-à-vis des primes. Donc, oui, les primes, non les primes, etc. et tout. Moi, je fais une proposition, je dis, je propose, en fait, d'utiliser les primes qu'on pourrait demander de notre département et tout, vu qui sont toutes en discussion et tout, à la place de y renoncer, on prend le budget, on essaie de transformer le budget pour les primes dans un budget, une sorte de caisse de l'UFR, donc à une échelle plus facile à gérer que celle de l'université, donc mettre ce fonds-là des primes dans une caisse pour répondre aux besoins urgents, en fait, de beaucoup d'étudiants. Alors, je ne sais pas vous dire comment on peut la mettre en place, hein? C'est juste que j'ai une idée, peut-être qu'ensemble, tous et toutes, on peut trouver comment la faire devenir une réalité. J'imagine que c'est compliqué parce que la bureaucratie, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Mais vous voulez bien qu'on peut en discuter, d'accord? Alors,
ma proposition n'est pas juste tombée à l'eau, mais n'a pas reçu aucune réaction dans l'Assemblée générale, juste après une personne qui est venue me dire « Raquel, j'ai eu beaucoup de sympathie pour toi parce que tu m'as fait vraiment de la tendresse quand tu as proposé ça parce qu'on a vu jusqu'à quel point tu étais naïf. » Alors moi, je ne suis pas naïf. Moi, je suis révolutionnaire, quoi, si vous voulez. Et ça, maintenant, je le dis depuis hier que j'écoutais la présentation du livre des camarades internationalistes de Rojava. Et une des personnes disait, ce qui nous apprend Rojava, c'est que quand on revient, tu comprends que être révolutionnaire, c'est un état de l'âme. Tu dois être révolutionnaire même quand tu marches dans la rue. Après, bien sûr, le dit des personnes qui ont risqué leur vie en allant à combattre ou en solidarité avec les femmes de Rojava. Donc, une chose, bien sûr, c'est la camarade qui dit ça et moi que je reste dans mon appartement à Paris regarder leur présentation sur mon canapé. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Mais en même temps, je pense qu'il faut toujours avoir cet esprit révolutionnaire de dire que c'est faisable. D'accord? Parce que pour moi, tout c'est faisable. OK? C'est faisable à l'intérieur d'une dynamique collective, d'un corps collectif. C'est pour ça que le corps est un corpus et que ce corpus-là est politique. Parce que dans une institution, c'est possible de le faire. Alors, au moment qu'on fait ce genre de proposition, et comme ça, je peux vous en parler, vous faire énormément d'exemples. C'est pour ça que c'est plein d'exemples le livre et je ne l'ai même pas tout mis. C'est que pour faire ça, il faut réfléchir à ces privilèges et surtout penser de pouvoir les mettre de côté, de renoncer. Mais pour renoncer à ces privilèges, ça veut dire aussi que tu dois trahir ta classe. Dans mon cas, c'est la classe enseignante, c'est la classe sociale, la classe culturelle à laquelle je suis assignée au moment que je suis maître de conférences et tous les privilèges qui vont avec. C'est-à-dire, par exemple, moi, je n'ai pas de labo. Je n'ai pas de labo que pour une universitaire est quelque chose de considéré assez grave en France parce que comme enseignante-chercheuse, tu as un département, une UFR de référence et un labo pour faire tes recherches. Moi, j'ai essayé de m'impliquer dans la vie du labo dans lequel je faisais partie. Tout est tombé à l'eau. C'était pour moi une grande souffrance, tout ce que j'ai vu, et j'ai décidé que je n'allais plus faire partie d'un labo, c'est-à-dire mettre mon corps à l'intérieur de ce corps-là, parce que ce corps-là n'est pas le mien. Donc, pour moi, quand on fait partie du centre ou on est assigné au centre, la chose que tu dois faire, c'est te soustraire ton corps, parce que sinon ton corps reproduit et légitime le corps dominant. Donc, moi, j'ai décidé que je n'allais pas faire partie d'un labo. Bien sûr, on me dit, c'est hyper grave pour ta carrière et tout, mais heureusement, moi, je ne suis pas trop intéressée à ma carrière. Donc là, c'est un avantage, vous voyez, parce que naturellement, le Dieu, la déesse, le monde, la nature m'a fait comme ça, sans une prédisposition particulière à vouloir du pouvoir. Donc, j'ai eu du pouvoir. Mais j'ai eu du pouvoir parce que je pensais de pouvoir changer les choses, le célèbre changer les choses de l'intérieur, etc. Ça ne marche pas. Au moins, moi, je ne suis pas arrivée. Donc, pour moi, au moment que tu vois que le mainstream, le pouvoir, tu n'as aucune possibilité de le changer, alors tu te rends compte qu'il t'utilise. Donc, que ta présence là-dedans valide toute cette dynamique-là. Donc, la seule chose que tu peux faire, c'est de te soustraire. Donc, je me suis démissionnée de tout. Donc, moi maintenant, je me présente comme démissionnaire de, parce que toutes les démissions que j'ai données, c'était toutes des démissions qui avaient une valeur politique pour moi. Donc, moi, je pense que ça, c'est la première chose qu'il faut tenir en compte. Après, pour moi, chaque personne doit décider justement comment se mettre en relation au mainstream, au système dominant, etc. Parce que je pense qu'il faut raisonner toujours à échelle. D'accord. Pour ce qui concerne l'antispécisme, alors le problème, c'est que
l'antispécisme, pour moi, c'est une philosophie révolutionnaire. Parce que c'était la partie qui manquait à beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire que là, enfin, les antispécistes vont vraiment fort dans le sens que vont investiguer le privilège moins investigué, c'est-à-dire le privilège d'espèce. Et les antispécistes ont montré comment on ne pouvait pas combattre à la racine les rapports de domination liés surtout à la race, liés au genre, etc., si on n'allait pas lever les rapports de domination liés au spécisme, parce que la façon dont on a traité les femmes, les noirs, etc., c'est toujours en comparaison aux animaux non humains. Donc, l'antispécisme nous a mis, nous, les militants, les militantes, les personnes engagées, on va dire, dans ce genre de dynamique, qui nous a mis dans une position hyper inconfortable, parce qu'on avait tout déconstruit, on avait tout lutté, on avait tout fait. Attends, là, mais tu mangeais encore la viande et tu mangeais... moi, je n'avais jamais pensé à la violence qu'il pouvait y avoir dans une omelette. Et encore, j'ai du mal à comprendre jusqu'à que je vois les camarades antispécistes qui me montrent les photos des poules en fait à œufs. Et donc là, tu ne peux plus ne pas te rendre compte de cette violence-là. Tu peux juste faire un choix. Être vegan, c'est, comment dire, la pratique dans l'assiette, si vous voulez, mais c'est aussi une vision du monde, et c'est une vision du monde politique. Après, il y a là aussi un véganisme mainstream, hein, qui est vanille, hein, on peut dire, mais parce que ça lui arrive, ce qui est arrivé au mouvement queer, au mouvement féministe, toujours, parce que justement, le mainstream est toujours prêt pour se réapproprier et surtout dépolitiser. Moi, je l'ai vécu avec le genre, complètement dépolitisé au moment qui passe à l'intérieur des institutions. Et le véganisme, c'est un peu aussi similaire. Après, il y a des façons différentes de mobiliser l'antispécisme, c'est-à-dire d'un point de vue de réflexion philosophique culturelle jusqu'à l'action directe. En fait, et donc, il y a après les personnes qui se positionnent vis-à-vis de comment on a envie de transformer en fait leur réflexion, leur pensée, leur vision du monde et mobiliser leur corps à l'intérieur de la lutte contre les systèmes de domination. Peut-être qu'on peut parler plus maintenant du cœur du sujet sur la décolonialité. Bon, on l'a déjà abordé, mais on peut essayer d'en parler un peu plus en profondeur. La question que je voulais vous poser, c'est déjà, la décolonialité, c'est quelque chose qui est moins connu que le post-colonialisme. Donc, petit rappel, qu'est-ce qui est la différence entre le post-colonialisme et la décolonialité? Alors, moi, je ne peux pas vous dire forcément la différence entre les deux, je peux vous dire la différence que j'ai fait moi. Et je spécifie ça parce que moi, j'ai un peu avec le postcolonialisme un rapport, je dis toujours, comme une amante trahie. Donc, quand je parle du postcolonialisme, je parle avec beaucoup de véhémence, parce que, bon, j'ai dédié toute ma formation, je me suis approchée aux études postcoloniales au début de la fac, donc j'avais 20 ans. J'ai fait mon mémoire de maîtrise, après la thèse, et j'étais convaincue qu'avec la pensée postcoloniale, comment c'était présenté à l'université, on pouvait quelque part changer le monde. Après, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, parce que le postcolonialisme était associé quelque part au postmodernisme. Et moi, j'avais déjà compris, j'ai commencé à comprendre de façon forte comment tous les théoriciennes et théoriciennes du postmodernisme à l'intérieur de l'université, de la pensée critique, etc., étaient souvent très, très loin de transformer ces pensées-là dans une praxis, en fait.
Et en Italie, une fois, m'avait été reproché d'être trop radical. Moi, je ne savais pas encore que radical, ça voulait dire que tu vas aux racines et que je vais revendiquer son problème. Parce que justement, il y a toute une généalogie de la radicalité, que moi, ça me va très, très bien et que j'ai bien envie de la rappeler et que mon corps est encore radical. M'avait été reproché en disant, nous, la révolution qu'on doit faire est la révolution culturelle. Donc, la révolution culturelle de l'université, des universitaires, ça se fait avec des articles scientifiques publiés dans des revues de haute rangée A, etc., possiblement en anglais. D'accord? Donc, quand tu vas former la pensée critique à niveau du système monde. Bien sûr, n'a rien à voir avec les actions que tu peux faire à l'intérieur de ton contexte. Donc là, j'avais déjà compris qu'il y avait quelque chose qui marchait pas pour moi et que c'était pas pour moi suffisant, en fait, cette révolution culturelle, donc intégrer la pensée critique dans le savoir universitaire. Après, moi, je me suis rendu compte de qu'est-ce que c'était pour moi dans ma vie, comment ça a été mobilisé le postcolonialisme, justement quand je suis rentrée en contact avec la pensée décoloniale. Heureusement, je suis rentrée en contact avec la pensée décoloniale avec Émilie Vinet aussi. Donc, on a pu beaucoup réfléchir de qu'est-ce que la pensée décoloniale allait provoquer dans notre vie d'enseignante chercheuse. Et moi, que je me sentais déjà assez, déconstruite, Émilie Vinet aussi, depuis des années, on travaillait en épistémologie sur l'approche du postcolonialisme, à la géographie, la déconstruction, etc. On se retrouvait que, en face à la décolonialité et à ce que la décolonialité proposait, on n'avait encore rien fait, quoi. Parce qu'on s'est rendu compte que, à travers le postcolonialisme, on avait beaucoup déconstruit, parce que le postcolonialisme, comme je disais, est très attaché, on va dire, au postmodernisme, donc avec la déconstruction comme outil principal, donc on était hyper fort dans la déconstruction de tout, du discours à l'image, hyper fort. Ce qui nous manquait, c'était de se prendre la responsabilité, quelque part, de construire après quelque chose. C'est-à-dire que, pour moi, ce qui fait la pensée décoloniale, et à différence du postcolonial, après, je suis obligée de synthétiser beaucoup, de résumer beaucoup, parce qu'en plus, il faudrait parler du fait que le postcolonialisme, les études postcoloniales naissent à l'intérieur de la critique littéraire. Donc, un des livres de la moitié des années 90, qui est un peu un des livres qui a ouvert les études postcoloniales, était The Empire Right Back, donc un livre qui mettait en évidence comment les ex-colonies avaient commencé à parler, à devenir des lieux d'énonciation, justement, à travers surtout la littérature, non? Et donc comment écrivaient à partir des marges, à partir des ex-colonies, etc. Le postcolonialisme a développé le concept d'hybridité. Donc, pour sortir du binarisme, du colonisé et du colon, on propose un espace, une zone de contact dans laquelle les dynamiques, en fait, entre les ex-colons et les ex-colonisés sont particulièrement forts, en fait, non? Et qui produit quelque chose qui ne peut plus être ni d'un côté ni de l'autre, parce que c'est justement le résultat d'une hybridation. Donc, ça sont des concepts que vous connaissez très, très bien maintenant. Ça court les rues, mais ce n'était pas comme ça au début des années 90, en fait, non? Donc, zone de contact, space in between, hybridité, etc., n'étaient pas encore des concepts développés et mobilisés dans les sciences sociales comme aujourd'hui, et c'est le postcolonialisme qui les a portés. Cela dit, pour moi, le problème du postcolonialisme est qu'il a quelque part mis en ombre toute la pensée décoloniale qui s'est développée en même temps et qui s'est développée à partir de l'Amérique latine et qui s'est développée
à partir des auteurs que vous avez cités, comme Frantz Fanon, Aimé Césaire, mais aussi Anzaldúa, Gloria Anzaldúa, etc., qui s'est développé et que le postcolonialisme a intégré tout de suite à l'intérieur de sa généalogie. Donc, moi, j'étudiais Fanon et Césaire comme les antécédentes, on va dire les précurseurs du postcolonialisme. Quand je les ai relus, enfin, quand j'ai commencé à m'approcher à la pensée décoloniale, il y a quelques années, je me suis dit, attends, parce que maintenant, je comprends ton malaise vis-à-vis de Césaire ou vis-à-vis de Fanon. Parce que leur discours sur le colonialisme, justement, j'avais du mal à le voir comme un précurseur de l'approche postcoloniale. Parce que l'approche postcoloniale me paraît encore très liée à la question de la représentation et tout, qui était, si vous voulez, l'épistémologie du postmodernisme. D'accord? Parce que post, toujours dans ces courants-là, ne veut pas dire après. Hein? Ça veut dire changement de paradigme. Ça veut dire dépassement d'un paradigme. Donc, le postmodernisme, après, il y a des déclinaisons différentes, postmodernisme en architecture, postmodernisme, oui, aussi comme point de repère historique, etc. Mais le postmodernisme, lorsqu'il naît à l'intérieur du postmodernisme, c'est vraiment l'idée de dépasser un paradigme, qui était le paradigme de la modernité. Mais le paradigme de la modernité a été de façon bien plus radicale mobilisé par la décolonialité. Parce que justement, pour moi, le problème, c'est que des textes comme, je disais, discours sur le colonialisme, sont des textes hyper concrets, c'est-à-dire hyper corporels. Tout sent toute la violence du colonialisme. Une violence que je n'arrivais pas, après avoir réélaboré, réaménagé, etc., à l'intérieur des textes du postcolonialisme, on va dire, quand ils étaient passés dans la machine universitaire, hein, si vous voulez. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à... Ça me mettait mal à l'aise, en fait. Ça me mettait fortement mal à l'aise, le discours sur le colonialisme. Parce que le discours colonialisme, c'est un j'accuse hyper fort, en fait, non? Mais un j'accuse que si tu vas le mettre ensemble à ce qu'il dit Fanon, par exemple, dans la syndrome nord-africaine, bah, quand j'ai lu la syndrome nord-africaine, moi, j'aurais pu penser qu'il parlait d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment c'est le système du colonialisme qui rend malades les personnes. Ce n'est pas un hasard que Frantz Fanon a ouvert l'ethnopsychiatrie, non? Pour montrer comment la migration et les rapports de subordination, de domination affectent hein, la santé mentale, etc., produit la maladie. Et tout ça, moi, après, je n'ai pas lu tous les tests du postcolonialisme dans tout le monde, d'accord? Mais bon, j'ai quand même travaillé là-dessus une quinzaine d'années, et donc je suis, on peut se dire pourquoi je suis tombée alors sur certains textes et pas sur des autres, parce qu'ils circulent plus, hein, toujours dans des hiérarchies de... et donc, voilà, ce test-là, pour moi, n'était pas la base du postcolonialisme, mais était la pensée décoloniale qui mobilisait toute la conscience de la question du colonialisme à l'intérieur de montrer comment il y avait une ambiguïté, c'est-à-dire parler du postcolonialisme, ça renvoyait quand même toujours à l'idée qu'on était sorti du colonialisme. Et pour sortir du colonialisme, pourquoi? Parce que c'est une période historique, on sait, tous les pays sont indépendants. Bien sûr, quand on dit que tous les pays sont indépendants, on oublie toujours de dire qu'est-ce qui arrive en Palestine et qu'est-ce que est Porto Rico, par exemple. Donc, on laisse tomber et on dit que tous les pays sont indépendants. D'accord? Donc, le colonialisme est terminé. Et on peut réfléchir à qu'est-ce qu'on fait maintenant et tout. Lorsque la pensée décoloniale a dit attention, parce que le colonialisme, c'est que vous entendez comme colonialisme, c'est-à-dire quand on va conquérir un pays, on met tout un tas de lois, le pays n'est plus indépendant, etc. et tout, et après on construit un État-nation quand c'est indépendant, et c'est bien parce que le modèle de l'État-nation, nous les Européens, on vous dit que c'est le meilleur, d'accord? Donc, ça, dit la pensée décoloniale, c'est un des facteurs, mais juste un.
Donc, si vous mettez toutes vos énergies pour être anticolonial, c'est très bien. Mais ça ne résoudra pas le fait qu'on est tous et toutes immergés complètement dans la colonialité. C'est ça que la pensée décoloniale, pour moi, a fait déclencher tout un tas de choses. Parce que je me suis rendu compte qu'avec mon approche hyper critique, anticoloniale, antiraciste, anti-tout, on avait fait le tour de tout. La militance, on l'avait fait autour de tout. D'accord? Chose que je n'avais pas encore vraiment déconstruit, c'était le fait que même les paradigmes des pensées aujourd'hui étaient encore des paradigmes qui faisaient référence à la colonialité, non au colonialisme. La pensée décoloniale, il dit attention, parce que le processus qu'on vit aujourd'hui commence en 1492, au moment qu'il y a la conquête de l'Amérique. Ce n'est pas un hasard que la pensée décoloniale lui change de nom et donc reprendre Abiyala comme terme et pas Amérique, qui est un terme colonial et qu'on continue à l'utiliser. Donc, il dit, donc, il y a ce processus-là qui commence à se développer avec, donc pas de côté, etc., avec la production du capitalisme. Et ce qui arrive à ce moment-là, c'est que on va développer une forme de capitalisme qui a à la base la division en races pour pouvoir le légitimer et le produire. Donc, la division du travail et tout ça est faite en relation aux races, certaines qui sont mieux des autres, etc., pour faire certaines choses. De plus que, quand on parle de, encore incroyable, qu'on parle de la violence comme une sorte d'effet collatéral du colonialisme, donc certains, en Italie, les personnes qui ont des origines italiennes le savent que souvent, peut-être, bon, ma génération, le vôtre peut-être moins, qu'on a porté l'idée des Italiens, on dit en italienne brava gente, c'est-à-dire de bonnes personnes, quoi, pas méchantes, parce que bien sûr, nous, on n'était pas comme la France ou l'Angleterre, nous, on allait, on faisait quelque chose de sympa dans les colonies et puis on revenait. D'accord? Donc, ce discours-là a fait que quand après on dénonçait la violence, bah, c'était une sorte de fait collatéral, lié à un ou plusieurs individus qui faisaient quelque chose qui n'allait pas bien. Lorsque la pensée décoloniale a montré comment la violence est intrinsèque dans le colonialisme, ça fait avec. Donc, lorsque le colonialisme se développe avec le racisme, avec le capitalisme, force à l'intérieur de la modernité, donc forcément, la violence est dans la modernité. D'accord? Donc, tout ce système-là se forme et se base sur la violence. Et donc, nous, aujourd'hui, on est sortis du colonialisme, mais on n'est pas sortis de la colonialité. Parce que la colonialité est tout ce mix-là qui est encore bien loin d'être changé, d'être dépuré. Moi, je fais toujours l'exemple pour moi de l'eau des cornichons. Je le fais dans le livre, c'est-à-dire que pour moi, si on imagine un pot de cornichons, on trouve que dans l'eau des cornichons, c'est ce mix-là de modernité, violence, colonialisme, racisme, etc., on parlait du genre et tout, qui ont fait l'eau des cornichons. Donc nous, on est imbibés de cette eau-là. Hein? On a levé la portée, on va dire, colorée du colonialisme, hein, qui avait un peu coloré l'eau. Donc le colonialisme dedans, lorsque le colonialisme n'existe plus sur le plan politique, alors c'est comme si on a levé la couleur, on ne le voit plus, mais il est dedans. Il est dedans. Et nous, on a des cornichons. Et donc, quand tu manges un cornichon, tu ne peux pas, même si tu le lèves de l'eau, tu ne peux pas ne pas sentir le goût de l'eau. Si tu ne veux pas sentir le goût de l'eau, il faut que tu le laves très bien et tout. Et même si tu le fais et tu le laves très bien, tu le laisses dehors de l'eau et tout, il faut du temps pour que tu n'aies plus le goût du cornichon. D'accord? Donc, jusqu'à ce qu'on décide de jeter tout l'eau, au moins travailler cette eau-là des cornichons, nous, on est encore dedans le pot, quoi. Et donc, bah, notre goût, on sait l'eau des cornichons.
Très bien, merci beaucoup pour cette belle réponse. On a des questions aussi des personnes qui sont à la maison. Je pense notamment à Sayoa, qui a aussi lu le livre. Du coup, je pense que je te laisse parler, Sayoa. Je mets mon ordi à fond pour l'audio et je pense qu'on va t'entendre. Parfait, merci. Oui, bonjour Raquel, merci pour venir. J'ai une question reprenant les livres et vous parlez d'actions directes pour lorsqu'on veut en fait sortir et se libérer de cette colonialité. Et vous citez des exemples comme des activistes comme Rosa Parks ou Carola Rackete. Cependant, nous voyons bien que ces actions-là, même s'ils sont individuelles du départ, ils deviennent collectifs après, non? Et si on veut bien que cela prenne force, il faut que ça soit appuyé par les autres. Est-ce que vous pouvez un peu développer cette notion de que ça devient individuel et puis collective? Merci. Oui, bien sûr. Merci beaucoup de la question parce que la question de l'action est centrale pour moi et ça m'interroge tout le temps. En réalité, moi, je propose l'approche contraire, c'est-à-dire que les actions de Rosa Parks plutôt que de Carol Rackete sont des actions individuelles, mais qui réfléchissent, qui sont le réflexe, on va dire, le résultat d'une corps collective, c'est-à-dire d'une approche qui a une réflexion à l'intérieur des mouvements sociaux des différentes époques. C'est-à-dire que dans le cas de Rosa Parks, et ça l'explique très bien François Vergès dans son livre Un féminisme décolonial, elle montre bien comment Rosa Parks a été présentée comme la petite courageuse qui a fait, dit François Vergès, avec son petit sac sur les genoux, qui a fait cet acte courageuse-là. Mais en réalité, Rosa Parks était une militante à l'intérieur du mouvement militant de l'époque et qui était en train de monter les actions qui ont eu suite après, en fait. Donc, le fait de porter l'attention sur une personne permet au système d'affaiblir le fait que cette personne-là est un corps individuel, mais qui est en réalité un morceau d'un corps collectif. C'est-à-dire que c'est à nouveau un stratagème, si vous voulez, une stratégie du milieu mainstream, du système dominant, pour affaiblir la portée de l'action d'une personne en la revoyant à l'héroïsme de la personne et pas à le fait que ce courage-là, c'est un courage qui est transmis par le corps collectif des camarades. C'est pour ça que pour moi, c'est fondamental toujours parler du collectif. Et Carol Rackete, bon, je ne sais pas de quel type de mouvement elle faisait partie, parce que je n'ai pas lu sa biographie et tout, mais il me paraît évident, les choses qu'elle disait, que quand elle a décidé de ne pas rester à les directives de l'Italie, de Salvini, et de rentrer dans le port, bon, elle a fait un acte de désobéissance éthique, et cet acte de désobéissance, je ne sais pas de quel mouvement elle faisait partie, mais sûrement elle l'avait intégré comme le champ du possible. D'accord? Et donc, quelque part, son corps et sa décision à ces moments-là étaient le résultat d'une généalogie d'action directe et de désobéissance éthique. D'accord? Donc, pour moi, ça, c'est très important parce que quand on agit toujours en pensant que, oui, tu es peut-être seul maintenant, mais tu es seul maintenant à ce moment-là. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de rappeler que les marges sont habitées. Parce que quand tu fais quelque chose, comme par exemple, je ne sais pas moi, dans mon cas, la décision de annuler, par exemple, mon partiel en présentiel sans les autorisations pendant les manifestations, bah, moi, j'ai écrit une lettre dans laquelle je dis, pour moi, c'est de la désobéissance éthique. Donc oui, j'étais seule. En réalité,
justement, toujours, je n'étais pas seule parce qu'il y avait des personnes à côté de moi avec qui on partageait, qui ont pris des décisions. Je ne vais pas les nommer parce que chacun fait son nom, c'est une vie, mais avec qui on a échangé et que c'était quelque part des décisions collectives, donc où je me sentais ce corps collectif-là. Mais à part ça, plus proche de moi, je sentais que en faisant ça, je n'étais pas seule parce qu'il y a énormément de personnes dans le monde qui font ça. Les travaux, par exemple, d'Irène Pereira en France ont montré très bien qu'est-ce que c'est la désobéissance éthique vis-à-vis de la pensée de Paulo Freire, etc. Donc, j'avais un corpus de savoir qui allait me donner le courage, légitimer ce que je faisais avec le corpus collectif qui est le corpus de mes camarades, de tous les camarades féministes des collectifs que je fais partie, pas directement, mais qu'ils m'ont construit en tant que personne, en tant que scientifique, en tant que militante, parce que je suis une. C'est pour ça que toute cette polémique-là, en fait, on peut être militant ou pas et tout, déjà, il faudrait me faire comprendre. Mais pour tout ça, j'aimerais bien que tous les scientifiques qui se mobilisent aujourd'hui sur l'islamo-gauchisme commencent pour me donner la définition de qu'est-ce que c'est un savoir militant et qu'est-ce que c'est un savoir engagé. Parce que moi, je n'ai pas bien compris et l'impression que j'ai, c'est que le savoir engagé, c'est une façon radicale chic, en fait, de se positionner à l'intérieur de l'université, parce qu'après, il faut bien me dire la limite entre les deux choses et qu'est-ce que tu dois... Comment c'est la situation. Moi, je veux bien comprendre, hein, parce que ça fait des années que je m'interroge sur ça et je n'ai pas encore compris, malgré que j'ai lu pas mal de choses. Mais donc, s'il y a quelques personnes qui veulent le faire, j'aimerais bien comprendre cela. Mais voilà, toute cette polémique-là nous porte dans une sorte de schizophrénie. C'est-à-dire la schizophrénie est une maladie produite souvent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un environnement qui te permet d'être unique, mais que tu as des doubles messages tout le temps qui portent à penser que tu peux faire une chose et le contraire de ça et que tout va bien, quoi. Donc, que nous, en tant que scientifiques, on est scientifique à l'université, donc avec toute cette idée que le professionnel n'a rien à voir avec ton personnel, qu'on donnait une. D'accord? Donc, pour moi, développer l'idée que l'action directe que tu peux faire, et l'action directe ne veut pas dire forcément mettre des bombes, hein. L'action directe de laquelle je parle, c'est le fait d'agir directement dans le contexte dans lequel tu es, en fait. Et donc, cette action directe est faite par toi, que tu es une personne avec tous les parties, en fait, de toi, avec tous les personnes, les collectifs, les corps qui forment ton corps en tant que corps collectif ou partie d'un collectif. Merci beaucoup, c'était très complet. Merci. Merci à vous. Moi, j'ai posé une question, je sais pas, mais je m'y risque quand même. Moi, en tant que, moi, personnellement, je combine tous les attributs qui me positionnent en haut de la pyramide. Donc, je suis blanc, jeune, valide, hétérosexuel et homme. Et donc, forcément, je me pose beaucoup de questions. Donc, j'essaie de voir comment est-ce que je peux essayer de décerner toutes les teintes de colonialité qu'il peut y avoir dans mon comportement, dans ma manière d'interagir avec les autres, d'observer les choses, de penser aussi. Donc, voilà. Et donc, j'essaye d'avoir une approche de me conscientiser, mais en même temps, vu qu'on est tous dans un master qui s'appelle Affaires européennes, et donc, quelque part, comment dire, on appartient un peu au projet européen, l'Union européenne, etc., les valeurs européennes. Et donc, du coup, moi, je me pose des questions sur parce que l'Union européenne, c'est un peu l'Occident aussi, donc quelle place a l'Occident dans la décolonialité. Et c'est pour ça que je voudrais vous poser la question, comment concilier une approche décoloniale et aussi
les valeurs libérales de l'Union européenne, c'est-à-dire liberté des minorités, liberté sexuelle des minorités, liberté des confessions, liberté d'expression, indépendance de la justice. Tout ça, c'est des valeurs auxquelles j'adhère et qui sont associées à l'Union européenne d'une certaine manière. Comment concilier les deux? J'ai compris toute la question jusqu'à la dernière partie, c'est-à-dire pourquoi vous pensez que l'idée de la liberté ne va pas avec la décolonialité? Ça, je n'ai pas compris. Non. Je peux. Moi, je pense justement, parmi les libertés qui ont été énumérées, moi, je pense surtout à la liberté d'expression, parce que justement, comme tu le dis dans le livre à plusieurs reprises, parfois, c'est juste inutile en fait, d'avoir affaire avec des personnes. Parfois, de s'exprimer, ça va faire plus du mal que du bien. Et je pense notamment aux réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas du tout aux réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui m'a mis mal en fait quand j'étais encore ado, parce que je sentais cette pression là de la liberté de s'exprimer, parce que c'était important de s'exprimer, mais souvent, surtout pour des personnes qui sont minorisées, justement comme tu dis, ça peut faire mal, et que du coup je pense surtout à ce type de liberté, c'est la liberté que je vois le moins compatible en fait avec un monde dans lequel on fait toujours attention. Je ne sais pas si Hugo tu veux ajouter. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est comment avoir une approche décoloniale tout en... Parce que moi, je ne veux surtout pas être dans une approche de domination, c'est-à-dire nous, nos valeurs, c'est les meilleures, on veut les imposer partout sur la Terre. Mais j'y crois quand même, j'y crois à ces valeurs. Et comment je peux aussi, tout en conciliant, je ne dis pas que les deux s'opposent, mais comment on fait pour concilier les deux? Ce sont des questions que je pense que, malgré le fait que je dis qu'il faut donner des réponses et se prendre la responsabilité de la réponse, là c'est vraiment le cas dans lequel je dis que je ne peux pas donner une réponse, parce que je pense que les réponses, vous allez les trouver vis-à-vis justement de situations dans lesquelles vous allez vous trouver. Mais pour moi, comme toujours, moi je pense que trouver la bonne réponse dépend de la bonne question, en fait, de se poser les bonnes questions et de poser le terrain, l'espace pour lequel certaines questions peuvent se poser et on peut trouver des réponses. Donc, déjà, si vous dites, je me questionne sur ça, et vous utilisez déjà décolonialité dedans. Vous avez des termes clés. Alors, je me positionne en haut de la pyramide. Donc, prise de conscience de comment toutes les catégories que vous cochez, on va dire, sont vues par le système dominant. C'est-à-dire que potentiellement, vous n'êtes pas seulement au sommet de la pyramide, mais vous êtes potentiellement dans la position du dominant par excellence. D'accord? Alors, déjà, arriver à cette conclusion, ça veut dire que vous ne vous mettez pas comme sujet neutre. Et déjà, vous êtes dedans à une piste super, parce que si vous l'avez compris maintenant et pas à 50 ans, bah, ça veut dire que vous avez 25 ans de temps, parce que j'imagine que vous êtes proche de 25. Ah, bah ouais. Vous avez 25 ans dans lequel, à la place de faire tout un tas de choses, hein, pensant que vous êtes neutre et que donc vous n'avez pas bien compris que vous êtes un hôte de la pyramide, bah, vous pouvez peut-être utiliser ces 25 ans pour trouver des pistes, en fait, et agir différemment. Donc, déjà ça. Deuxième chose, vous utilisez le mot conscientisation. Continuez à conscientiser, c'est très bien. Il y a énormément de choses à lire, énormément de choses, des échanges à faire, etc. Et donc, c'est un processus, en fait. C'est un processus de construction de soi, mais à partir d'éléments différents, à partir de pensées différentes, qui après, comment vous faites le mix,
C'est comme faire une tarte, en fait. Tu as des ingrédients de base. Après, chaque personne décide, tu veux utiliser le mixeur, une autre veut le faire plutôt à la main et utiliser des cuillères pour mélanger parce que préfère. Une autre va mettre sa touche de vanille parce qu'elle préfère ça. Une autre n'utilise pas le sucre. Oui, sucre, mais sucre. Tu peux utiliser aussi le sucre de coco, par exemple, ou l'agave, d'accord, plutôt que le sucre blanc parce que ça fait mal à la santé, etc. Et tout. Donc oui, tu as un ingrédient, tu as une tarte à faire, mais tu peux choisir les ingrédients que tu mets dedans, quelque part, et donner ta touche, en fait, non? Choisir un sucre plutôt qu'un autre, quand il y a écrit sur la recette sucre, ça veut dire déjà s'être renseigné sur tous les processus qui portent à avoir le sucre sur ta table. D'accord? Donc, que sucre veut dire tout un tas de choses. Et donc, qui nous porte à faire tout un tas de choix. Et pas juste le fait d'obéir à le fait que dans la recette, il est écrit sucre. D'accord? Donc, ça, c'est la question de la conscientisation. Comme pour faire une tarte, tu vois des ingrédients comme ça et tu peux appeler une copine, un copain pour dire, écoute, moi, je voudrais bien... Enfin, j'ai vu qu'il y a cet ingrédient-là, je ne l'ai pas. Par exemple, toi, qu'est-ce que tu utilises à la place? Et voilà, on se partage les praxis, en fait, non? Tu dis, bon, utilise un autre ingrédient, je t'assure que le résultat est même mieux, hein, au point que parfois, tu ne reconnais même plus la tarte que tu avais pensée à la base, parce qu'elle a un autre goût et tu découvres que ça peut être même meilleur, hein, si tu as changé les ingrédients. Autre chose importante, c'est que quand on prend conscience de comment tous les éléments qui caractérisent notre corps, on va dire, et qui sont repérés par le système, hein, donc le système repère que vous êtes comme il repère, hein, ça ne veut pas dire que vous êtes comme ça, mais il vous repère par exemple comme homme cisgenre. Donc, il vous repère comme cisgenre, il vous repère comme blanc, ça c'est clair, d'accord, donc aucune ambiguïté, mais on ne sait pas par exemple si vous êtes langue parentale française ou vous faites partie par exemple de white trash, donc de la partie de l'Europe de l'Est, hein, parce que être blanc, européen, français n'est pas la même chose, surtout quand on est homme, d'être homme blanc de l'Europe de l'Est, de la Roumanie par exemple, non? Quand on est en Italie, on a une autre perception, enfin, on est perçu d'une autre façon, après, qui ça s'est traduit de tout un tas aussi de stéréotypes, parce que moi, j'oublierai jamais une de mes collègues qui me dit, bah, tu sais, à laquelle nous, quand je suis allée, j'étais au secrétariat et le secrétariat fermé à midi. Et moi, je suis allée midi moins 5 parce qu'il manquait 5 minutes, juste pour ça. Je dis, bon, je vais voir si par hasard il est encore ouvert. Et un collègue, il m'a dit, bon, Raquel, il faudra que tu apprennes que nous, en France, à midi, on mange. Bon, je dis, ok, bah, tu sais, nous, en Italie, on déjeune. Hein. Après, ça dépend les horaires, ça dépend un peu de toi, comment on fait. Mais voilà. J'imagine hein, que dans sa tête, il s'imaginait que nous, en Italie, on mange à 15h de l'après-midi. Lorsque moi, je viens du nord de l'Italie, et en plus, j'ai vécu beaucoup avec ma grand-mère qui mangeait à 11h30. Donc, pour moi, midi, c'est même tard. En plus, je souffre d'hypoglycémie. Donc, à midi, voilà, déjà, je dois aller manger maintenant, et pas parce que je suis en France. D'accord? Donc, il y a tout un tas d'assignations qu'on a vis-à-vis d'une blanchité qui a des degrés différents, et sur ça, il y a beaucoup d'études qui parlent de ça. Mais pour revenir au cas du Hugo, la question est que vous êtes dans une potentielle position très dominante et donc très inconfortable, mais vous êtes aussi dans une position d'action hyper forte, quoi. Parce que au moment que, et c'est là qu'après sont des choix à faire, parce que vous allez travailler à l'intérieur du cadre de l'Union européenne, très bien, mais il y a des échelles différentes, d'accord? Et il y a tout un tas de choses dans lesquelles vous serez confrontés. Par exemple, à la discrimination avec vos collègues. C'est-à-dire que vous êtes toutes hyper forts, hyper savants, etc. Mais le fait que vous êtes un homme, peut-être va vous porter plus d'avantages que le fait d'être un corps de femme au moment que vous sortez d'ici pour trouver un travail, par exemple. Ou vous aurez
moins de possibilités d'avoir un harcèlement au travail, par exemple, que a tout un tas d'impacts en fait sur vos collègues. Alors, par exemple, le fait que vous êtes déjà conscientisé, peut-être que vous pouvez, dans les espaces que vous allez traverser, créer des espaces pour que ce genre de sujet soit abordé, qu'il y a un espace pour prendre en compte les difficultés des autres personnes. C'est-à-dire, ne pas exercer la partie des dominantes, mais justement, vous que vous êtes assigné dominante, vous pouvez aussi devenir complice et pas seulement allié des autres, des dominés, ou quand même des minoritaires, ou minorisés. C'est pour cela que moi, je vous invite à lire avec attention la fanzine, le document que j'ai mis dans le livre qui s'appelle de l'Alliance de complices pas des alliés, qui est un document écrit par des autochtones au Canada, en anglais et en français, dans lequel on explique que, ils expliquent qu'il veut bien qu'on ait des personnes conscientisées et tout, et qu'on ait des alliés, mais à un moment donné, bah, il faut qu'on décide si on accepte de perdre des choses et de devenir des complices. Le complice est la personne qui se prend le risque et qui prend le risque de l'action. Et moi, je vous souhaite de tout mon cœur de devenir des complices de tous les luttes dans lesquelles vous serez impliqué quelque part de façon plus ou moins directe. J'espère que vous deviendrez toujours des complices et que vous pouvez voir ensemble comment devenir des complices. D'accord? Moi, je pense que vous êtes... c'est assez inconfortable, en fait, votre positionnement, parce que je suis sûre que vous êtes animé par des grands idéaux, en fait, de justice sociale, de justice spatiale avec l'Union européenne. Donc, déjà, ça, c'est très bien. Parce qu'au moins, j'espère que vous n'allez pas défendre toute la politique de la Fortesse Europe. Et donc, peut-être que vous serez parmi les personnes qui vont changer des lois et comment dire, faire que de moins en moins la Méditerranée est un cimetière, quoi. Donc, si vous ne le ferez pas, bon, après, c'est votre conscience, votre possibilité de trouver, vous pouvez dire, mais c'est trop. C'est vrai, c'est trop, c'est énorme. Hein, vous ne pouvez pas toute seule le faire. Mais on peut raisonner à échelle. Et moi, je suis sûre et certaine que vous vous trouverez, à un moment donné, à faire des choix, en fait. Et alors là, moi, j'espère que la question que vous vous poserez, ça ne sera pas « qu'est-ce que j'ai à perdre ? Comment cela va influencer ma carrière ?» mais plutôt « qu'est-ce que c'est juste de faire ?» Juste dans le sens de la justice sociale. Et trouver qu'est-ce que c'est la justice sociale, bon alors là, tout ce savoir-là, bah, vous aideront sur ça. Et vous allez le savoir, qu'est-ce que c'est juste à faire. Vous n'aurez pas de doute sur ça. Et c'est ça, pour moi, les jeux. C'est développer une conscience, se conscientiser pour pouvoir savoir qu'est-ce que c'est juste au moment qu'il y a la décision à prendre, l'action directe à faire. Et en plus, si vous êtes beaucoup, bien sûr, là, vous sortez de l'individualisme, en fait, et vous allez mettre en place des dynamiques collectives. C'est pour ça que nous, je dis c'est nous, toujours sans mettre des noms dedans, mais nous, on a, parce que je ne veux pas faire de l'outing, on a mis en place, on a créé la brigade Scrum, qui est sorcière pour un changement radical de l'université merdique, dans laquelle je parle à la fin du livre. Et c'est bien sûr un langage performatif pour faire exister quelque chose, c'est-à-dire une approche qui va essayer de créer quelque chose de différent et se positionnant à l'intérieur de l'université, bien sûr dans l'enseignement universitaire, mais avec un changement radical,
en fait, une envie d'un changement radical à partir de la pédagogie. Et le fait de dire brigade et de dire scrum, bien sûr, va se référer à toute une généalogie, hein, donc à une tradition liée à ça, mais aussi à le fait d'avoir un homme collectif qui nous fait penser d'être à l'intérieur d'un corps collectif, donc d'un changement collectif. Et bien sûr, parfois, il y a des personnes qui nous demandent, à moi et les autres de la brigade Scrum, nous demandent comment on peut faire partie de la brigade Scrum. Je dis, au moment que tu adhères à l'idée, à cette idée, tu fais partie de la brigade Scrum. Après, c'est justement le fait que comment on a un échange des pratiques et surtout un soutien, parce que bien sûr, le milieu mainstream ne va pas ouvrir sa porte et mettre le tapis rouge à la brigade Scrum. D'accord? Donc, à les pratiques de la brigade Scrum. Donc, la question, c'est aussi de tisser nous, on l'appelle la toile du Caire, on l'appelait, maintenant on l'appelle plutôt la toile de la tendresse radicale, en prenant ce terme des deux performeurs espagnols qui ont fait ce manifeste de tendresse radicale que vous avez sur Internet dans toutes les langues. Donc, comment tisser des liens qui nous permettent de se soutenir, en fait, hein, dans des contextes différents dans lesquels on fait partie. Mais savons qu'on fait partie d'un corps collectif, surtout qui n'était pas seul, en fait. Alors, il y a des commentaires sur la direct Facebook, mais avant de vous poser, et des questions aussi, mais avant de vous de poser les questions, je vais lire ce commentaire d'une dame. Elle dit « Merci beaucoup pour cette conférence très riche. En tant que militante migrante en France et féministe noire, cela m'a donné des bonnes pistes de réflexion pour des questions que je me pose souvent sur mes possibilités d'action décoloniale, maintenant que je m'éloigne du marge du système. » Donc ça, c'est un commentaire. Et la dame qui l'a écrit, c'est Lilia Moreira. Et après, on a des questions aussi. Donc, il y a une dame qui te demande, pouvez-vous revenir sur l'idée de réponse à la pensée décoloniale? S'agit-il d'abord d'une réception de cette pensée, d'une manière de penser en lien, et ensuite, comment penser une telle réception à la fois en tant que corps blanc et en tant que corps marginalisé, minorisé? En réalité, dans beaucoup de textes de la pensée décoloniale, il y a déjà des propositions. Donc, si vous lisez par exemple le texte de Ramon Grossfogel qui est en ligne sur la revue RED, Revue d'études décoloniales, il y a un très beau entretien fait à Ramon Grossfogel. Et Ramon Grossfogel, il dit déjà, à son avis, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit répondre. C'est pour ça que moi, je parle de réponse à les propositions de la pensée décoloniale, parce que j'ai lu des réflexions qui, pour moi, ne se limitent pas à être des réflexions, mais sont des propositions. Alors, moi, j'ai essayé de donner des réponses et j'ai essayé de les mettre en commun en écrivant le livre, en fait. Mais je veux spécifier, c'est moi, parce que moi, je suis un peu une voleuse aussi. C'est-à-dire que moi, je me prends la liberté de réinterpréter ou réélaborer aussi parfois les choses que je lis. Donc, peut-être que pour une autre personne, certaines réflexions ne sont pas vraiment des propositions. Moi, je l'ai trouvé des propositions quasi directes, hein, à lesquelles j'ai essayé de répondre. Donc, je pense qu'une chose, c'est de tomber, hein, sur les bons textes, et il y en a de plus en plus, et penser aussi, quand on lit, quel genre de cordes ce texte, ces pensées, cette réflexion touche en toi. Et donc, comment tu réagis à ça? C'est pour ça que moi, je parle de proposition. Ces propositions, au moment que te touchent, que tu vibres, et quel genre de vibration tu restitues. Donc, pour moi, c'est un peu ça que comme approche, ça permet de rentrer dans la dynamique de penser qu'on peut donner des réponses et des pistes et qu'on doit le faire en tant que personne blanche. Parce que pour moi, en tant que personne blanche,
nous, on ne doit pas produire de la pensée décoloniale parce que notre corps n'est pas ce corps-là. Et donc, nous, comme blanches, on sature déjà énormément l'espace. Donc, moi, je fais la proposition aussi de dire, pour un moment donné, on arrête de saturer l'espace du savoir, en fait, non? Que vous pouvez dire, oui, bah, mais tu écris un livre. Bah, parce que moi, j'ai écrit le livre parce que pour moi, c'était, et j'explique tout ce passage-là, donc je me prends ma responsabilité, c'était la manière que je connaissais mieux, avec l'outil que je connais mieux, c'est-à-dire l'écriture, de faire ma partie à l'intérieur de la révolution. Après, je le fais à partir d'une position non confortable, c'est-à-dire celle de l'écriture, en utilisant une écriture qui n'est pas une écriture scientifique, qui n'est pas une écriture de l'essai, qui m'aurait permis de me mettre à l'abri de certaines choses. Donc, c'est pour ça que je parle de moi, je m'adresse au lecteur, à la lectrice avec le tu, je lui parle, en fait. Donc, j'utilise les hashtags, j'utilise parfois des gros mots, donc je mélange les langages différents et me mettant dans une position inconfortable parce que je me suis dit que la seule façon de faire attention, de ne pas prendre une position dominante vis-à-vis de la pensée décoloniale et de mes lecteurs et lectrices qui ont bien porté la patience de lire le texte, était de me sortir de ma zone de confort liée à l'écriture scientifique, qui est celle qui m'ont appris à faire en tant que scientifique, donc d'être critiquée comme non scientifique. D'accord? Et parce que pour moi, ce qui est important, c'est ce que moi j'appelle être à l'aise dans le malaise, c'est-à-dire prendre conscience que c'est un malaise, mais faire quelque chose avec de cette malaise-là, n'attendre pas qu'il me bloque. Donc pour moi, écrire de cette façon, c'était me mettre à l'aise dans le malaise d'être blanche, d'être académicienne, etc., et d'écrire un livre, sans rentrer forcément dans ce qu'on appelle la white fragility. Donc, le fait de dire, ah oui, bah, je suis blanc, alors j'essaye aussi de faire des choses pour me justifier en tant que blanche vis-à-vis et être légitimée vis-à-vis des personnes non blanches. Non, pour moi, c'est plutôt le fait de dire, j'assume ma blanchité et mon rôle dominante en tant que chercheuse, enseignante en poste, etc., dans un centre de pouvoir qui légitime la connaissance, et faisant une opération qui, quelque part, me fait aller dans un terrain inconnu, hein, celle d'une écriture à laquelle je n'étais pas du tout habituée, en fait. Très bien. Bon, du coup, il nous reste vraiment 2 minutes. Je ne sais pas si, Émilie Vinet, vous voulez dire quelque chose, clôturer peut-être ce beau débat. Je ne sais pas si ça va marcher. Moi, je suis sur Zoom. D'abord, je voudrais vous remercier infiniment d'avoir accepté d'organiser cette conférence débat et notamment d'avoir pris le risque de faire dans ce contexte-là cette conférence débat. Et je remercie bien sûr mon amie Raquel d'avoir bien voulu répondre à toutes ces questions. Et moi, je continue à être très impressionnée par toutes ces propositions, d'être enchantée. Et je trouve que ce que j'avais un peu dit déjà dans la préface, mais c'est qu'avec ces propositions, il y a tout un champ des possibles en fait qui s'ouvre. Il y a des questions et en même temps des réponses à trouver, et notamment dans ce que la modernité avait placé dans les erreurs. Et ça, je trouve que c'est ça qui est sûrement enchanteresse, quoi. C'est de se dire que on est à un moment donné où il y a une demande sociale de renouvellement des imaginaires, où il y a des questions qui se posent, qui sont vraiment cruciales pour notre monde. Et il me semble, moi, que le monde moderne est face à un mur. Et la décolonialité, elle nous ouvre des pistes par les fissures qu'elle nous donne à voir. C'est-à-dire que c'est bien ça, quoi. C'est le champ des possibilités, c'est le champ du détour. Et c'est ça qui me semble être les possibles, en fait, à venir. Donc, merci beaucoup de nous avoir donné la possibilité d'entendre tout ça.
Oui, voilà, du coup, on vous remercie. Une autre fois, nous aussi, vraiment de notre part. Moi, j'ai vraiment beaucoup appris. J'étais vraiment ravie de t'avoir ici. Et voilà, j'espère qu'on pourra reparler à un autre moment. Et en tout cas, vraiment, c'était une expérience. Moi, je voudrais vous remercier aussi parce que je trouve vraiment courageux de m'avoir invité aujourd'hui malgré tous les polémiques, etc. Et de m'avoir donné cet grand espace de parole parce que souvent, comment dire, on donne jamais le temps de s'expliquer et c'est pour ça aussi que je veux plus, que je fais des choix de ne pas participer à certains genres de débats et tout, où on prétend que je dis des choses qui ne sont pas dominantes et que je dois expliquer, comme les autres personnes du débat, mais je dis, mais oui, mais les autres font référence à des choses qu'on sait déjà, donc ils peuvent porter juste leur contribution. Moi, je dois tout expliquer depuis le début et c'est la chose qui me porte après à être hyper frustrée parce que je ne suis pas arrivée à exprimer ce que je voulais dire. Et donc, encore plus, tu te vulnérabilises parce que tu dis, oui, j'ai mal dit ça, je n'aurais pas dû, etc. Et donc, c'est tout un travail après, de charge mentale, de fait. Et c'est pour ça que moi, je ne me réécoute jamais même les podcasts, enfin, il est sorti un podcast d'une entretien que je fais, j'attends qu'Émilie me dise comment c'était parce que je n'ai pas eu le courage de... Comment? Oui, Radio Parleur. Oui, non, mais je ne vais pas l'écouter jusqu'à qu'une copine ou un camarade me dise comment c'est passé parce que j'ai trop peur, quoi. Donc, je l'ai envoyé à Émilie, je l'ai envoyé à ma sœur. Bah, si vous voulez le faire maintenant, je vous considère amie et donc enfin, aussi votre réaction m'aidera à dire si je peux l'écouter ou pas parce que c'est toujours, ça m'affecte énormément de me réécouter et tout. Donc, j'ai trouvé comme façon de me protéger, de faire passer la chose d'abord par des personnes que j'aime et que j'ai confiance et que me disent oui, écoute, ça va, c'est pas mal, ou que me disent déjà ce qui va pas. Et comme ça, j'arrive émotionnellement à pouvoir écouter. Mais là, je ne l'ai pas encore fait. Donc, voilà, nous espérons que cette fois, vraiment, tu as pu tout dire, en tout cas. Et voilà, si ce n'est pas le cas, on se reverra, on te réinvitera. Et voilà. Bon, on peut du coup vous remercier aussi les personnes sur Facebook qui nous ont suivis, qui ont posté des commentaires et tout ça. On va vous répondre du coup aux questions logistiques que vous avez posées. Et bon, voilà, merci et bonne journée à tous. Merci. Bravo, merci beaucoup. Hein. Merci infiniment. Merci beaucoup. Oui, communique. Merci beaucoup. Raquel.borghi. Je le mets en commentaire ou je l'envoie un message privé? Non, tu peux le mettre. Raquel.borghi@sorbonne-université.fr